Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV. Je vous demande encore une fois, Bandeko, de vous abonner massivement à notre chaîne, d'échanger vos préoccupations, envoyez-nous vos vidéos d'une durée d'environ 2 minutes. Nous allons les diffuser en direct sur notre chaîne. Alors, Bandeko Lelo, la situation qui se passe dans notre pays ne peut pas laisser le Congolais épris de paix et ayant l'amour de son pays indifférent. Nous avons lu, Bandeko, pour vous, la chronique du professeur Adolphe Voto, tribune qu'il a publiée dans le journal, dans le média en ligne Actualité CD. Alors, nous allons ensemble essayer de vous lire, de vous donner la quintessence de cette tribune et vous expliquer un peu ce que nous en pensons et comment nous pouvons ensemble fédérer les énergies afin de pouvoir solutionner les problèmes donc qui rongent notre cher et beau pays. Mais déjà d'emblée, Bandeko, je dois vous avouer que le problème majeur qui ronge notre pays, c'est essentiellement le problème de la justice sociale. La justice est inexistante dans notre pays. Ce qui ouvre la voie à toutes les tragédies que nous vivons actuellement en République démocratique du Congo. Alors, Bandeko, sans plus tarder, je vais vous lire la tribune du professeur Adolphe Voto. Et le professeur Adolphe Voto évoque une lettre d'environ 11 pages qu'avait écrit le sénateur Mutinga au président Joseph Kabila depuis 2013. Une lettre ouverte dans laquelle le sénateur Mutinga expliquait comment notre pays était en train d'agoniser lentement et sûrement. Donc sans plus tarder, Bandeko, je vous lis in extenso cette tribune que nous avons lue dans le journal de médias en ligne Actualité CD. Une situation à laquelle, d'abord, je dois vous dire que la République démocratique du Congo est pratiquement en déliquescence. Le professeur Voto explique que la République démocratique du Congo est en déliquescence. Bandeko, pour ceux qui... On ne sait pas comment expliquer ce mot par rapport à l'état de délabrement total de notre pays. Une situation à laquelle l'on amène l'avarice du capitalisme occidental et irresponsable des différents régimes qui se sont succédés en République démocratique du Congo. Donc, ce délabrement total dont évoque le professeur Adolphe Voto, il l'attribue essentiellement aux différents régimes qui se sont succédés dans notre pays depuis l'avènement de ce pays à l'indépendance. Mais à notre humble analyse, nous pouvons dire que ces malheurs viennent de très loin, viennent même de l'époque coloniale, où nous avons vu que les colons, lorsqu'ils sont venus dans notre pays, ils ne se sont préoccupés que d'une et une seule chose, exploiter nos ressources, piller nos ressources. Et ce qui avait été fait par nos colonisateurs. Un exemple, je peux vous dire qu'après 100 ans de colonisation, nous avons vu une seule université en 1954, l'avènement de l'université Lovanium en 1954, plus de 100 ans après la colonisation. Ce qui n'est pas véritablement le cas pour les colonies anglo-saxonnes. Alors, la situation est catastrophique sur presque tous les plans.
dit le professeur Alphonse Voto. La situation est catastrophique sur le plan sécuritaire. La République démocratique du pays, l'insécurité est totale. Les gens vivent avec la peur au ventre, avec l'incertitude du lendemain. La justice, l'infrastructure, l'économie. Il n'y a pas un aspect de la vie en République démocratique du Congo qui est reluisant. Tous les aspects, que ce soit sécuritaire, justice, infrastructure, économique, etc., tous ces aspects sont non reluisants. Tous les signaux sont au rouge, souligne le professeur Voto. L'appareil étatique lui-même est en désarticulation à voir les différentes crises au sein des institutions. Les institutions aujourd'hui, animées pour la plupart, pour ceux qui se disent de la coalition, ceux qui se disent d'être en coalition, on constate que ce sont les grands créateurs de l'insécurité et des incertitudes dans notre pays. Et l'État devient désarticulé. Mandeko, désarticulé, ça veut dire quoi? Au ministère des Mines, on ne sait pas ce qui se passe aux finances. Au ministère des Finances, on ne sait pas ce qui se passe au budget. À la décentralisation, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a une désarticulation. Il n'y a pas l'homogénéité dans le fonctionnement des services institutionnels, sinon gouvernementaux. Des crises entre les principaux regroupements politiques au pouvoir qui ont des conséquences directes sur le fonctionnement de l'État, aux conséquences des assemblées provinciales, de plus en plus en conflit avec leurs gouverneurs, des crises au Parlement par les leaders politiques interposés, des crises de collaboration au sein du gouvernement. Le professeur Alphonse Voto explique ce qui se passe à notre Parlement. Les boxeurs qui se sont égarés là. Les boxeurs qui se sont égarés, qui vont montrer des muscles au Parlement. Je pense qu'ils se sont trompés des destinations ou des métiers. La population attend mieux que ce qu'ils sont en train d'offrir comme spectacle, comme scénario. La faillite de la RDC a été constatée par plusieurs analystes. Tout le monde est unanime, sauf les caciques du FCC, dont Chadari et sa bande, qui pensent que ce pays-là a été bien gouverné, ce pays-là a été bien géré. Mais tout le monde, tous les analystes sont unanimes à dire que le pays est en faillite. Si la RDC était une entreprise, il y a longtemps que la RDC, entreprise, aurait déjà déposé les clés sous les paillassons. Explique encore le professeur Alphonse Voto. La faillite de la RDC a été constatée par plusieurs analystes il y a quelques années déjà, notamment l'anthropologue David Van Reybrouck dans son ouvrage Le Congo, une histoire, l'ouvrage paru en 2010 à l'occasion des 50 ans de l'indépendance de la RDC, ainsi que le sénateur congolais Modeste Mutinga dans une lettre ouverte adressée au président de la République en 2013, intitulée « Faillite d'un État en République démocratique du Congo ». La situation du pays est en effet lamentable à tous égards. Bandeko. Si la RDC était une entreprise, je venais de vous le dire, il y a longtemps qu'elle aurait été déclarée en faillite. Mais à l'instar de plusieurs entreprises publiques déjà en faillite, et dont ils refusent de reconnaître la réalité, l'État congolais s'obstine à ne pas reconnaître la gravité de la situation au lieu de prendre des mesures efficaces pour assurer son avenir. Mandeko, qui est-ce qui refuse de reconnaître la réalité de notre pays, que ce pays est en faillite? En premier,
lieu ici, on peut déjà souligner, nous les Congolais nous-mêmes, les Congolais eux-mêmes. Avoir les discussions dans les réseaux sociaux, avoir des insultes dans les médias sociaux, avoir le comportement des hommes politiques qui sont préoccupés par le positionnement, on s'est dit que les générations à venir sont sacrifiées à plate couture. Personne ne prend la mesure de la grandeur, de la destruction, du délabrement du tissu socio-économique de notre pays. Personne ne prend la grandeur. Quand on voit dans les médias, quand on voit certains de nos compatriotes en Europe, ça donnait à des insultes, je ne sais pas comment qualifier ce comportement. Et quand on voit ceux qui, ayant été en Europe, ont intégré le gouvernement, le cabinet du président, se comportent parfois comme des gangsters, des bandits de grand chemin, il y a lieu de se poser 1001 questions sur l'avenir de la République démocratique du Congo. À quand s'arrêtera cette distraction? Bandeko, j'ai regardé pendant longtemps une prédication d'un pasteur qui parlait de la République démocratique du Congo. Qui dit, mais pendant que les Chinois, pendant que les autres peuples prient de mettre seulement le pied en République démocratique, qu'ils sont bénis, mais les Congolais cherchent même à quitter le pays. Vraiment dommage. L'État congolais n'est plus en mesure d'assurer les fonctions régaliennes reconnues à un État. Vous voyez, à titre d'exemple, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété la gratuité de l'enseignement, mais on tire à boulet rouge sur lui, de manière tous azimuts. Tout le monde tire sur lui parce que c'était la manne d'une minorité de gens qui s'enrichissaient, qui jouissaient de l'argent en provenance des parents. Et tout le monde tire à boulet rouge le président de la République pour n'avoir lu et fait appliquer la Constitution de 2006. La gratuité de l'enseignement est tellement salvateur. C'est même un acte qui contribue à l'émergence d'une classe moyenne. En République démocratique du Congo, à une certaine échelle. Nous voyons, Bandeko, l'État congolais ne sait assurer ni la sécurité, ni la justice, encore moins le social de ses citoyens. Un État, c'est un territoire, une population et un gouvernement. Sans conteste, le territoire et la population sont là, mais le gouvernement n'est pas à mesure de garantir la vie ni la survie à la population sur ce territoire. Et ce, pendant longtemps. Les langues se délient aujourd'hui. Tout le monde trouve une tribune pour parler, pour expliquer aujourd'hui. Parce que nous avons eu l'avènement à la tête du pays d'un démocrate, d'une personnalité qui a l'amour du Congo et du Congolais. Et cette tribune ouverte à tous, au lieu que cette tribune contribue à des idées, contribue à une synergie d'action, en faveur des bonnes actions envers notre pays, non, cette tribune, cette liberté offerte à tous, donne l'occasion aux Congolais de se tirer les uns envers les autres. Encore une fois, vraiment dommage.
Les fonctions régaliennes d'un État sont notamment lever une armée pour assurer la sécurité du territoire et de ses citoyens. Faire des lois et faire appliquer pour assurer la justice à ses citoyens. Mettre en place des infrastructures pour améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Battre la monnaie, prélever l'impôt et assurer l'économie pour garantir le bien-être à sa population. Le reste, il peut les déléguer. Donc les missions régaliennes de l'État sont là. Mais est-ce l'État congolais est à mesure d'assurer ces missions régaliennes? Mais c'est depuis plusieurs décennies que l'État congolais n'est plus en mesure d'assurer ses prérogatives. Essayons de faire le point sur ces attributs de l'État. Évidemment, il faudrait que Bandeko Bayoka va comprendre qu'est-ce qu'on appelle la sécurité. C'est depuis 1996 que le pays est dans une insécurité quasi permanente. À moins que vous soyez né à la dernière pluie. Mais lorsque cette rébellion de l'AFDL s'est décrétée en 1996, nous avions déjà deux armées. Une armée commandée par le Rwandais James Kabarebe, qui venait avec Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a passé tout notre temps à nous dire que James Kabarebe c'était des Rwandais qui voulaient renverser le régime de Mobutu. Personne ne connaissait le régime l'origine plutôt, je voulais dire, de James Kabarebe. Depuis 1996, l'insécurité en République démocratique du Congo s'est invitée à la table. Il y avait déjà l'insécurité alimentaire, il y avait déjà d'autres insécurités avec le régime de triste mémoire, le régime de Mobutu. Mais en 1996, il y a eu les crépitements des armes. Nous avons commencé à entendre au Congo les crépitements des balles, les crépitements des armes, les déplacements massifs des populations. Nous avons commencé à entendre les villes qui tombaient les unes les autres. Parce que ces groupes de militaires-là, ces groupes de militaires rwandais qui sont entrés au Congo pour venir renverser M. Mobutu, n'ont pas du tout combattu. Ils ont trouvé un terrain fertile. Parce que déjà, en 1996, les gens en avaient déjà marre du régime Mobutu. Pour avoir introduit les antivaleurs dans notre pays. Pour avoir introduit le mensonge, le vol, la gabegie financière, le népotisme dans le pays, le groupe l'AFDL a trouvé un terrain fertile. Les combats se sont déroulés à la face de Kisangani et à l'entrée de Kinshasa. Sinon, le reste du territoire, c'était une promenade de santé que ces groupes armés venus du Rwanda ont effectué en République démocratique du Congo. Bien à cause de l'affaiblissement par l'opposition interne à l'époque. Alors, ici le professeur Voto explique encore, l'État congolais est incapable de surveiller ses frontières qui sont devenues des passoires pour n'importe quel aventurier. Je me demande si vraiment on a un observatoire aérien en République démocratique du Congo. Bandeko, nous nous sommes posé même plusieurs questions, même sur les pluies qui s'abattent en République démocratique du Congo. Nous nous sommes posé vraiment des questions. Moi, en tant que scientifique, je me suis posé des questions. Je me suis dit, peut-être que ces pluies peuvent avoir aussi une origine criminelle. Aujourd'hui, il y a des techniques de bombardement des nuages qui peuvent faire en sorte qu'il y ait des pluies. Et ces techniques sont souvent utilisées dans des zones
dans des zones sahéliennes. J'ai vu cette technique être utilisée dans les Sahel en Afrique, où on pouvait bombarder des nuages pour avoir des pluies. Mais ce sont des techniques qui, si pas maîtrisées, ces pluies peuvent se transformer en des pluies diluviennes qui peuvent provoquer l'inondation. Est-ce que cette technique n'est pas utilisée par les ennemis de la République démocratique du Congo? Parce que nous n'avons pas un observatoire de l'espace. Aérien du Congo. Nos frontières sont poreuses. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires. Tous les jours, on tue à Béni. Tous les jours, on tue à l'est de notre pays par des individus qui proviennent des pays voisins. Et si, une autre question, si effectivement, ces ADF, les anciens militaires FDLR du Rwanda qui sont dans le Kivu là-bas, qui préparent pour aller renverser, soi-disant, Kagame, n'ont jamais inquiété un seul instant au Rwanda. Pourquoi c'est seulement au Congo? Il y a un problème. Pourquoi ils n'ont jamais inquiété en Ouganda? Même pas au village frontalier du Rwanda ou de l'Ouganda. Les gens vivent en quiétude totale. Ces gens venus de ces pays-là, ces gens, ces rebelles, qui se sont rebellés contre leur pays, viennent commettre des dégâts en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un sens à donner à cela? Est-ce qu'il y a une logique à donner à cela? Que ce sont des rebelles rwandais, ou bien ce sont des rebelles ougandais, ou bien c'est des groupes d'individus instrumentalisés par ces pays voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo? Ces interrogations, les réponses sont dans nos politiciens. Les politiciens ont les réponses à tous ces questionnements. Ces forces opèrent allègrement comme un État dans un État. Le FDLR, le ADF, les groupes armés burundais, etc. Ils perçoivent des taxes, exploitent des ressources naturelles, jugent et exécutent des Congolais depuis plusieurs années sans que l'État ne le contrôle de ces territoires pour protéger sa population. La force est la loi, dit-on, mais l'État congolais a perdu le monopole de la force et de la violence sur son territoire. Lever une armée au Congo n'est pas la prérogative de l'État seulement. N'importe quel aventurier, congolais ou étranger, est à même de lever une armée et opérer en seigneur sur le territoire congolais, comme à l'époque féodale, sans que l'État soit à mesure de l'en empêcher, si ce n'est que négocier avec lui et ses conditions. Mandeko, c'est horriblement triste. Horriblement triste de constater que dans notre pays, n'importe qui peut se lever, conduire une rébellion. Et l'État a perdu toute la force. Mais Mandeko, à toutes ces préoccupations, une question reste, c'est que fait les Congolais? Pourquoi les gens peuvent venir aisément opérer en République démocratique du Congo, exécuter les Congolais? Il y a la complicité des Congolais. L'État congolais s'est montré impuissant face aux groupes armés qui terrorisent sa population. Des semi-lettrés passent des statuts de civils et des simples soldats à celui d'officiers supérieurs de l'armée nationale. Parce qu'ils ont pris des armes. Ainsi, l'armée compte aujourd'hui des officiers qui n'ont été dans aucune
aucune école militaire. En République démocratique du Congo, notre armée a des officiers qui n'ont jamais été dans aucune. Tout simplement parce qu'il était chef d'une bande armée, quelque part. Il a déposé les armes, intégré dans l'armée au grade d'officier. Ainsi, dans ces conditions où l'État ne peut protéger ni territoire ni sa population, certains nationaux s'organisent en milices dites d'autodéfense et qui finissent malheureusement par opérer exactement comme les autres groupes armés en exploitant des ressources naturelles et la population. Même lorsqu'ils demandent du renfort auprès des autres États pour tenter de faire face à la situation, l'État congolais n'arrive toujours pas à contrôler totalement son territoire. La présence des armées d'autres pays et des forces des Nations Unies qui sont au Congo depuis une vingtaine d'années n'ont rien changé. Des dizaines de morts chaque jour enregistrés à Béni sont le reflet de l'incapacité de l'État congolais à garantir la sécurité à ses citoyens. Bandeko, aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a hérité de cette situation. Il ne peut pas à notre hauteur. Aujourd'hui même, il y a résurgence de plusieurs tueries. Pourquoi? Parce que ils sont traqués de partout. Ils savent que à la tête du pays, il n'y a pas de compromission possible. D'où ils se lancent dans la bataille en sémant la terreur pour créer la peur auprès de la population congolaise, pour créer la peur auprès du président de la République, afin qu'on les laisse opérer comme ils le font. Le président de la République est déterminé à éradiquer cette vermine. Le président de la République est résolu à mettre fin à cette situation qui sème la mort de nos compatriotes. C'est inacceptable. Aujourd'hui, les gens dorment avec la peur au ventre. Et aujourd'hui, on ne sent même pas la solidarité au niveau national. Avec Bandekonabiso et Est. On ne sent pas cette solidarité. C'est vrai qu'il y a des députés qui demandent des comptes aux originaires de l'Est. Parce que dans l'Assemblée nationale, les députés de l'Est, même du temps de Matata Pognon, on ne les a pas vus poser des actes héroïques pour sauver ces provinces. Donc il y a un problème de complicité qui aujourd'hui ne peut être solutionné que par notre justice, par la mise aux arrêts de tous ceux qui opèrent illégalement dans l'Est de notre pays, qui blanchissent l'argent dans cette partie de notre pays. Alors, Bandeko, la deuxième situation que le professeur Voto explique, c'est la peur du gendarme. Même la police n'arrive pas à assurer la sécurité civile. Aussi, la population des grandes villes comme Kinshasa sont livrées aux lois des Kuluna, des Wewa et autres chauffeurs de taxibus qui mettent en danger la vie des paisibles citoyens sous le regard des policiers impuissants. Des jeunes gens opèrent en groupe des bandits dans les bas quartiers de Kinshasa avec des armes blanches depuis plusieurs années. Ils blessent les passants, les visitent et pillent des maisons sans que la police soit en mesure de les en empêcher. Les mototaxis ne répondent à aucune règle. Un motard peut transporter jusqu'à 4 personnes sur sa moto, des surcroît des enfants de moins de 10 ans en uniforme scolaire et passer sous le nez d'un agent de la police des roulages. Les motos circulent sans plaque d'immatriculation, des motards sans casque ni permis de conduire, alors qu'il y a quelques années seulement, même les bicyclettes étaient immatriculées et payaient des taxes. Lingi Congo et Bonga.
Le président de la République ne peut pas se diviser en 1000 morceaux. Ce pays a des administrateurs à tous les... Le pays a des administrateurs à tous les niveaux. La République démocratique du Congo ressemble à un non-État où un groupe d'individus veut s'enrichir sur le dos de la population. Les gens prennent plaisir à s'enrichir au détriment de la grande masse. Tous les responsables dans des postes où il y a les entrées d'argent, douanes et autres, renflouent leurs poches au lieu de faire renflouer les caisses de l'État. Et nous pensons véritablement que le problème du Congo est à l'extérieur du Congo. Non. Le problème du Congo est dû à cette inconscience des responsables congolais à tous les niveaux. Et cette situation de la corruption s'est érigée en système de gouvernement. Le professeur Alphonse Voto explique encore, des jeunes gens opèrent en groupe des bandits dans des bas quartiers de Kinshasa avec des armes blanches depuis plusieurs années. Ils blessent les passants au vu et aussi de la police. Au niveau de la justice, l'État congolais n'est plus à mesure d'assurer la justice à ses citoyens. Oh, Bandeko. Du premier au dernier citoyen, les Congolais ne font plus confiance en la justice. Et cette justice a des animateurs, Bandeko. Cette justice a des animateurs. Qu'est-ce que vous marquez? Avec quelle empreinte vous marquez l'histoire de votre pays? Les magistrats, les présidents des institutions judiciaires de notre pays. Nul n'est au-dessus de la loi au Congo, c'est un slogan. C'est un slogan. Et ça ne s'applique qu'aux autres. J'ai vu une réflexion dans les réseaux sociaux où on expliquait comment M. Kabila peut bien se promener avec sa moto sans porter de casque. Sénateur à vie, qui pouvait bien et bien montrer l'exemple. C'est ça l'image de la République démocratique du Congo. Où ceux qui sont censés respecter les lois les violent. Des infrastructures. Il est des attributions de l'État d'ériger des gros ouvrages pour faciliter la vie de ses citoyens. La RDC s'est lancée dans la construction de gros ouvrages au début des années 70 grâce à la manne du cuivre dans certains éléphants blancs. Mais l'État a négligé d'entretenir ou d'améliorer des ouvrages essentiels, que ce soit ceux hérités de la colonisation que ceux construits après l'indépendance. Tandis que le problème du Congo, ce n'est pas nécessairement le problème des infrastructures. Les infrastructures, nous en avons eu. Mais ces infrastructures ne sont pas entretenues. Le ravin à l'université de Kinshasa, la centrale nucléaire, quand nous étions à l'université de Kinshasa, ça faisait la fierté de notre université, la centrale. On allait y travailler avec le professeur Maloua Kalinga. Et cette centrale faisait la fierté de notre université. Jusque dans les années 72, 73, l'Afrique du Sud venait enrichir certains de ces minéraux dans ces réacteurs nucléaires-là, de l'université de Kinshasa. Nous étions l'un des pays africains, le premier à avoir eu un réacteur nucléaire. Qu'avons-nous fait de ces investissements? Aujourd'hui, on est en train de réhabiliter les routes partout.
Ça ne suffit pas de construire les routes. Les routes s'entretiennent dans nos rues, dans nos avenues, dans nos églises. On doit éduquer les gens à la propreté, à ne pas jeter n'importe quoi sur la rue, à ne pas jeter le feu sur le goudron, à ne pas jeter les eaux sur la rue. Les eaux usagées des ménages sont jetées aisément dans les rues quand on sait que le goudron résiste moins à l'eau. Il y a déjà les pluies qui tombent en abondance, et il y a les usagers qui jettent de l'eau, des travaux ménagers, etc., sur le goudron, sur le macadam, etc. Comment voulez-vous que ça dure? Les ouvrages et les infrastructures dans notre pays, ça devrait s'entretenir. La notion d'entretien de nos ouvrages est une notion encore inconnue pour nous, Congolais. Le professeur Voto, cette tribune est assez longue et assez éloquente. Il va plus loin au niveau de l'économie. Tout pays qui veut réaffirmer son indépendance, la RDC a décidé au début des années 70 de lancer sa propre monnaie, le Zaïre. Ce Zaïre lourd valait 2 $ américains à son avènement. Mais au fil du temps, le pays n'a pas assuré l'économie pour soutenir cette monnaie, si bien que cette monnaie ne valait plus grand-chose au changement du régime en faveur de la FDL. Le gouvernement remplace le Zaïre monnaie par le franc congolais. Mais faute d'une économie forte, le franc congolais aussi a commencé à dégringoler. Malgré ses responsabilités économiques inestimables, oh là là, tout le monde le sait, la chanson, scandale géologique, etc. À quoi sert d'être appelé scandale géologique si ce scandale ne sert qu'à enrichir les individus et les prédateurs de notre pays? Le pays est au bas de l'échelle dans l'économie mondiale. La République démocratique du Congo est un pays pauvre dont la population vit avec moins de 2 $ par jour. La République démocratique du Congo est au 7e rang des pays les plus pauvres du monde, selon le classement de la FMI 2019. 7e rang des pays les plus pauvres dans le monde. Le Bandeko, tout ceci ne nous dit absolument rien. C'est des petites invectives dans des médias, les politiciens qui dansent de gauche à droite, des faux fouillants, portent des kimonos. Vraiment malheureux. La République démocratique du Congo est un pays en faillite. Alors la question, si l'État congolais n'est pas en mesure d'assumer et d'assurer les fonctions régaliennes, s'il ne peut assurer la vie et la survie de sa population, que lui reste-t-il alors? S'il ne peut assurer ni la sécurité, ni la justice, ni les infrastructures de base, ni l'économie, que lui reste-t-il? C'est la question à laquelle ceux qui aspirent à des hautes fonctions publiques devraient d'abord répondre avant toute chose. Car il faut d'abord garantir la survie de l'État, sinon il n'y aura plus rien à piller ni à diriger. Est-ce que nos politiciens comprennent? Nous avons fait une émission, Bandeko, où nous avions même demandé une trêve politique. Quelqu'un m'a dit non, ils ne peuvent pas faire une trêve politique, ils vivent de ça. L'état dans lequel le pays se trouve donne de la nourriture à tous ces politiciens. S'ils s'arrangent pour que le pays soit en ordre, ils ne vivront pas. Et ils ont des ils ont des entreprises, ils ont des hôtels, ils vivent correctement, mais ils ne se préoccupent pas que les autres, la population dans sa grande masse, puisse vivre. Remettre le Congolais au travail. Remettre nos enfants dans les écoles devrait être la préoccupation de tout Congolais. Au lieu d'aller au Parlement, montrer ses muscles
On cherche les boxeurs pour combattre, pour gagner des titres ici. C'est au Parlement que vous avez trouvé pour aller montrer vos muscles. Et ça passe mingi. Et ça passe mingi. Mais aujourd'hui, Bandeko, comme je vous l'ai dit, le problème majeur de notre pays, ce qui continue à déranger dans notre pays, c'est vraiment l'inexistence de la justice. Cette inexistence de la justice fait que ceux qui ont fait du mal hier, ceux qui ont volé, roulent carrosse dans les rues de Kinshasa. Ceux qui devraient rendre des comptes pour leur gestion calamiteuse sont encore aujourd'hui arrogants. Cette arrogance vient d'où? De cet argent qu'ils ont amassé dans leur poche. Avec cet argent, il se permet de corrompre l'appareil, tout le monde. Il n'y a que la justice, il n'y a que le système judiciaire de notre pays qui pourra vraiment, par l'exemplarité de certaines actions qu'ils poseront, qui pourra tant soit peu mettre fin à ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Les tribunes comme celui du professeur Alphonse Voto, il y en a des milliers, il y en a des millions. Mais on ne le lit pas. Alors, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement à notre chaîne, distribuer nos vidéos, envoyer vos commentaires et nous les diffuserons sans hésitation. Merci et à la prochaine. Bye bye.